d'être là. Je sais que c'est la fin de journée, qu'il fait chaud, etc. etc. Mais parler de tourisme à Aix, c'était un bon endroit. Avec un thème qui est quand même d'actualité, tourisme planète qui s'adapte. On verra que la question est peut-être superfétatoire, mais juste avant de commencer et de vous présenter les deux participants, juste quelques chiffres de ce que ça veut dire pour illustrer ce thème. Le tourisme, c'est 7% du PIB en France, soit 250 milliards de chiffre d'affaires global, mais c'est aussi 250 millions d'emplois dans le monde. Et puis ça, c'est le côté positif, mais après, si on prend d'autres choses, en France, c'est 7% donc, du PIB, mais entre 10 et 14% des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il y a un autre problème. C'est également partout dans le monde un épuisement des ressources en eau. Un touriste consomme 2 fois plus d'eau en moyenne que quelqu'un de local. C'est des pollutions. Pour donner un exemple, dans les Caraïbes, les croisières, il y a 63 000 navires qui font des croisières. Et un croisiériste, c'est 3,5 kg de déchets par jour contre 0,8 kg pour un local. Après, il y a les problèmes d'eau usée, etc., de destruction d'habitat. Donc il y a plein de problématiques d'environnement qui se posent avec le tourisme. Et puis, il y a eu le Covid qui a un peu cassé le tourisme pendant un moment, mais on est revenu comme en 40, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à des chiffres supérieurs au tourisme d'avant Covid. Et donc, comme on sait que la planète ne va pas s'adapter, ça sera peut-être au tourisme de s'adapter. Et pour poser cette question, j'ai deux personnes qui sont des experts du sujet. Pascal Savary, qui est président d'Atrim. Atrim, c'est une société de gestion spécialisée dans les fonds immobiliers notamment, et qui a une grosse société qui fait 4 milliards d'encours, qui a 300 actifs dans 400 pays. Mais pour donner quelques marques, pour comprendre, c'est Center Park, Pierre et Vacances, Mama Shelter, aussi d'investissement dans le Club Med. Jean-Pierre Nadir, il avait fondé et dirigé Easy Voyage pendant 20 ans à peu près, non ? Et qu'il a revendu. Aujourd'hui, il a lancé Fairmove pour des voyages justement un peu éthiques. Pourquoi un peu éthique, et avec une mission pour Fairmove qui est développer le tourisme responsable en réconciliant les intérêts de la planète et des touristes. Donc on est dans le thème. Et puis moi, rapidement, Christophe Agnus, je suis président d'une association qui s'appelle Reporters d'Espoir, et avec un thème comme l'espoir, on ne pouvait pas ne pas être là aujourd'hui pour animer ce débat. Et la première question, j'ai demandé à Pascal Savary, donc, parce que bon, Center Park, ce sont des grandes piscines chauffées, etc. Donc, comment on s'adapte quand on a cette problématique-là et qu'on doit essayer de baisser son impact? Alors, je vais y répondre, mais d'abord, je voudrais un peu compléter ce que tu viens de dire et donner des chiffres un peu plus positifs sur cette industrie touristique qui est majeure. Alors, tu citais 7%, je dirais que c'est plutôt 10% du PIB en France et 10% du PIB européen. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est du tourisme en Europe. On est le premier marché mondial en Europe, avec 50% de part de marché. Ça veut dire, sur les 1,5 milliard de touristes dans le monde, 750 millions sont en Europe. Nous sommes en France la première destination avec 90 millions de touristes étrangers. Alors, je différencie l'excursionniste. Nous en avons 200 millions par an en France. C'est ceux qui traversent la France sans s'arrêter. Le touriste étranger, c'est celui qui passe au moins une nuit chez nous. Et donc, on en a 90 millions, dont 80% sont européens. Les autres, ils nous laissent juste leur gaz à effet de serre. Eh ben oui, c'est comme ça. Mais en revanche, ils laissent 57 milliards de chiffre d'affaires chez nous. 57 milliards. Et nous émettons 43 milliards à l'étranger. Ça veut dire qu'on est excédentaire de 14 milliards par an. Et on n'est pas bon. Et on n'est pas bon. C'est-à-dire que si on était bon, ce n'est pas 14 milliards d'excédents, c'est 30 milliards d'excédents en France. Et comment on fait pour que ça reste adaptable à la situation? Alors, oui, j'y viens. C'est le sujet. Il est impatient, mais je donne quelques ingrédients qui sont importants aussi. Ça emploie 2,5 millions de personnes en France. Et je donne un exemple. Tu as cité que nous étions les actionnaires du groupe Pierre et Vacances Center Park. Le dernier Center Park que l'on a ouvert à Langues-de-Gascogne, à côté de Marmande, d'abord on a mis 10 ans pour l'ouvrir. Nous avons créé 450 emplois directs, 150 emplois indirects. 70% de ces emplois, c'était des gens au RSA. Et quand on parle d'intégration
quand on parle de formation, et je citerai un ami Gérard Pélisson qui nous a quittés il y a quelques mois en disant c'est pas l'ascenseur social, c'est l'escalier social. C'est-à-dire quand on a la motivation, quand on a envie de faire ce métier, même sans formation initiale, on y arrive. C'est important parce que la France, et je reviendrai tout de suite à la question, on a un vrai sujet de formation sur le problème du service. On a toujours confondu le service et la servitude, et je pense que quand on achète une chambre d'hôtel, un cottage ou tout autre produit dans le domaine de l'hospitality, on achète aussi un service. Et c'est très important. Nous sommes, je vous l'ai dit, 90 millions de touristes étrangers qui viennent en France. Nous sommes d'abord un média. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, eh bien, c'est l'esprit de la France qu'ils viennent visiter, l'accueil, notre capacité à nous adapter, à offrir un véritable service et une satisfaction du client. Voilà un petit peu. Alors on s'adapte. Évidemment qu'on s'adapte. Je vais rester 30 secondes sur le sujet Center Parcs. On a cette ambition sur Center Parcs. On en a 29 en Europe, du Danemark à la France. Évidemment, il y a cette Aquamundo, cette très grande piscine que nous avons. Et j'expliquais à table ce midi qu'elle est chauffée à 29 degrés. On a baissé à 27. Et là, les rapports avec les clients ont été un peu plus compliqués. Donc, évidemment, il faut de la pédagogie, expliquer pourquoi. On doit travailler au niveau du recyclage de l'eau. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on réinvestisse dans tous les aspects techniques d'ici 2030 énormément d'argent. Et ça, c'est les enjeux que tous les opérateurs et toute l'industrie touristique va avoir dans les 5 à 6 ans qui viennent dans sa politique de transformation environnementale et sociale, des enjeux majeurs. Alors Jean-Pierre, Nadir, j'avais remarqué une phrase que tu as dit, c'est l'idée c'est que le tourisme est la solution et pas le problème. J'aimerais bien qu'expliquer ça. Oui. Bah déjà, je voulais féliciter tous les courageux là, qui sont encore restés dans la salle. En plus, là, on est presque en famille, quoi. On est une quinzaine, on se connaît tous. On a les noms de tout le monde. Ça, c'est pratique. Non, mais moi, je dis effectivement, donc aujourd'hui, en fait, si on fait un petit flashback, donc, et je rejoins évidemment ce qu'a dit Pascal sur beaucoup de points. Aujourd'hui, en fait, le tourisme est un secteur qui est très décrié. Le tourisme, en fait, est un secteur qui, pendant très longtemps, était un secteur de bienveillance, d'altérité, de partage, et qui donc, par définition, rassemblait des gens bien, qui rapprochaient les peuples. Et puis, d'un seul coup, ça a basculé en des salopards qui polluent la planète. Et donc, le secteur a du mal à s'adapter à ça et à apporter les réponses donc, qui conviennent. Et donc, moi, j'ai réfléchi à cette question fondamentale, c'est faut-il arrêter le tourisme pour sauver l'humanité ? Parce que s'il suffisait d'arrêter le tourisme, parce que Jean Covici nous explique qu'en arrêtant l'avion, on va sauver l'humanité, eh bien, dans ces cas-là, faisons-le. C'est-à-dire que très clairement, il n'y a même pas de débat. Si à un moment donné, vous avez un cancer, on vous dit arrêtez de fumer, donc sinon vous allez mourir, en général, on arrête de fumer. Il se trouve que malheureusement, il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution simpliste, et penser effectivement qu'on pourrait arrêter l'avion est une hérésie. Pourquoi c'est une hérésie ? Parce que l'avion, c'est 4 choses. Ce n'est pas seulement le tourisme. Aujourd'hui, on a réussi à faire croire que l'avion, c'était un objet de plaisir pour des riches qui allaient s'amuser donc à l'étranger et qui, avec leur argent, en plus polluaient donc tous ces pauvres, donc qui, eux, n'avaient pas de choix, ils n'avaient pas de solution. En fait, l'avion, c'est du fret. Et le fret, c'est des médicaments, des machines-outils, de l'industrie. Donc, c'est du business, donc des gens qui se déplacent, même si on a baissé de 50% quasiment. Donc, les gens qui se déplacent pour affaires, il reste effectivement donc plein de gens qui vont faire des affaires et qui développent les pays dans lesquels ils vont. Et puis, troisième élément, c'est des gens qui rentrent chez eux. Bon, et ça, c'est quasiment un tiers donc, du trafic aérien. Ce sont des gens qui sont originaires d'un lieu et qui rentrent chez eux. Et donc, on nous a expliqué que le multiculturalisme était une chance pour le monde. Eh bien, clairement, oui, à condition qu'effectivement, on puisse circuler dans les différents sens. Le tourisme et il reste donc une 4e dimension qui est effectivement donc la partie touristique. Donc déjà, il faut bien comprendre que l'avion, de toute façon, est une nécessité.
L'avion, c'est 2,8% donc, du problème donc, du carbone. Donc, on le sait, donc c'est moins que le digital, mais ça reste effectivement majeur et il faut trouver des solutions. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un discours comme on tient ici depuis 2 jours et vous expliquer que l'hydrogène sera la solution, que effectivement donc, on va trouver l'avion électrique, l'avion hybride, etc. Tout ça, ça va marcher. C'est clair qu'en 2030, il y aura des avions effectivement donc électriques qui feront du moyen courrier et qui pourront effectivement donc voler sur 1000 km. C'est clair qu'en 2050, vous aurez des avions à hydrogène et qu'entre-temps, peut-être qu'on aura développé les biocarburants. Mais ce qu'on peut dire, c'est comment on fait tout de suite par rapport à 2030. Je rappelle que toute la problématique posée, c'est les recommandations du GIEC, moins 50% en 2030. Eh bien, comment on fait tout de suite pour s'adapter? Premier élément, donc on peut y mettre de la sobriété. On explique aux gens qu'au lieu de prendre 2 vols par an pour faire une semaine de vacances à l'étranger, ils peuvent prendre un seul vol aller-retour et rester 15 jours. Ce qui à la fois permet plus d'immersion dans le pays, plus de redistribution donc, locale, et évidemment on divise son empreinte carbone par 2. C'est tout bête et ça marche en arithmétique sans grande difficulté. Deuxième élément, on peut supprimer des vols qui ne servent à rien, comme les vols low cost. Le Limoges-Édimbourg financé par la région à 29 € donc l'aller-retour n'a strictement aucun intérêt. C'est même d'un débilisme consommé. Parce qu'en fait, on met 3 millions d'euros par an à Ryanair pour qu'il opère ce vol-là, qui n'a qu'une seule vertu, c'est polluer, parce que personne à Limoges n'avait exprimé l'envie d'aller un jour à Édimbourg. De même qu'à Édimbourg, il ne pensait pas aller faire un week-end à Limoges. Et quand Gérard, il rentre chez lui, qui dit à Martine, dis donc Martine, on pourrait se faire un petit... comment ça s'appelle déjà en Écosse, là, il y a un truc, on peut aller. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Il dit, on s'en fout, c'est 29 €. Voilà. Et donc, l'idée... L'idée qu'on peut y mettre de la sobriété, elle est évidente. Donc, 1, on peut effectivement donc, supprimer des vols sans perdre le plaisir. 2, on peut en supprimer qui n'apportaient rien du tout. Et donc, ça, c'est les meilleurs. Troisième élément, on peut privilégier les vols directs. Je rappelle ici à tout le monde dans la salle que les vols directs, c'est 15% d'empreinte carbone en moins. Donc, chaque fois qu'on doit choisir d'aller quelque part, quand on privilégie un vol direct, eh bien, c'est 15% d'empreinte carbone en moins, puisque 15%, c'est quoi? Le roulage, le décollage, l'atterrissage. Voilà, 15%. Donc, la solution, elle est relativement simple de ce point de vue. Deuxième chose, on peut prendre des compagnies aériennes qui pratiquent l'écopilotage. C'est-à-dire qu'elles vont ajuster les puissances. Tous, on l'a vécu. Des fois, tu reviens à une destination, tu dis « Ah, on avait le vent dans le dos et on a réussi à gagner 1 heure sur le retour. » Eh bien, dans ces cas-là, la compagnie va ajuster donc, les puissances de l'avion et va consommer moins. Troisième élément, on va baisser le poids de l'avion en fuelant que la moitié de la cuve, aller et refueler au retour, de manière à ne pas avoir l'empreinte carbone de tout le fuel du retour qui ne servait à rien à l'aller. Idem, effectivement, donc, pour l'eau. Et dernier élément, on peut privilégier des compagnies qui opèrent sur des avions nouvelle génération, qui consomment 20% de moins que les avions précédentes. Donc, quand on parle de l'aérien, en fait, ça ne veut rien dire. L'aérien, c'est extrêmement diversifié et il y a du bon aérien, comme le cholestérol, et il y a du mauvais, effectivement, donc aérien. Et donc, ça veut dire quoi, tout ce que je vais te raconter? Ça veut dire que le tourisme responsable commence par des touristes responsabilisés, à qui on donne les bonnes infos, et qui après peuvent plus dire « Ah, moi, je ne savais pas ». Tu as les bonnes infos, donc vous devez, vous, maintenant, en conscience, prendre effectivement les bonnes décisions. Et chaque fois qu'on déresponsabilise les gens, eh bien, je pense qu'on passe à côté du sujet, parce qu'en fait, collectivement, on est capable de prendre les bonnes décisions quand on en connaît, effectivement, donc encore une fois, les bonnes mesures. Alors... Comme on n'est pas nombreux, il faut appuyer 2 fois plus, les gars, sinon... Et justement, dans les bonnes décisions, il y a d'imaginer de prendre des vacances un peu autrement, Pascal. On disait il faut développer des moyens, des propositions de vacances qui soient moins impactantes aussi. Oui, alors pour compléter, même pas loin. Oui, pour compléter le propos, parce que lui, il parle de voyage, il faut bien qu'on atterrisse quelque part et qu'on visite des lieux. Et je dis, ce qui est important pour nous, je le citais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir qu'on investisse massivement dans les 5 ou 6 ans qui viennent sur nos infrastructures, sur l'hébergement, parce que ça, c'est un enjeu majeur dans les mois et les années qui viennent. Nos clients, vous, nous, on réclame aussi et on pose des questions de plus en plus sur l'économie circulaire, les travaux, l'isolation phonique, énergétique, enfin, tous ces éléments-là. Je pense que ces aspects-là, sur le plan, le E de ESG est un élément qu'on a évoqué depuis hier, et ça me paraît tout à fait normal. On est d'abord des citoyens et on doit être, ce qu'il a dit, il a tout à fait raison, c'est une notion de responsabilité chez nous tous, et au fond, le marché régule ça.
un jour ou l'autre. Je finis juste là-dessus. Je pense que c'est important. Le S est important. J'expliquais que 2,5 millions d'emplois, l'intégration, la formation, l'évolution de ces métiers, la notion de service et de satisfaction pour nos clients sont des éléments essentiels. C'est-à-dire pour nous, c'est important. Là aussi, l'impact sur les régions, je citais tout à l'heure le Center Park, on vient avec la Banque des Territoires de reprendre le site historique du Club Med de Vittel. Eh bien oui, c'est là aussi de redonner dans les territoires des nouvelles destinations, tout en respectant évidemment tous ces critères qu'on vient d'évoquer. C'est aussi de la création d'emplois, c'est aussi une dynamique économique pour les territoires en France, et c'est très important, et pas toujours les mêmes. Il y a aussi des territoires qui méritent qu'on investisse à leur côté. Donc voilà, ça c'est des sujets extrêmement importants, que ce soit en France ou en Europe, où nous avons besoin, et il y avait un atelier ce matin sur l'épargne, et je trouve que flécher cette épargne de proximité sur l'industrie touristique, c'est un élément important. C'est un élément de transparence et de responsabilité que nous avons collectivement, qui nous permet aussi d'être à la hauteur. Tout à l'heure, on parlait des 90 millions de touristes français et 57 milliards. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on fabrique 70-75 milliards avec ces mêmes touristes, parce que ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, et on ne peut investir dans la transformation énergétique que s'il y a de la croissance. Jean-Pierre ? Oui, alors évidemment, sur l'hébergement, moi j'en étais qu'au début de mon propos. C'est-à-dire que j'ai commencé par le transport parce qu'il faut y aller. Ensuite, évidemment, pourquoi le tourisme est la solution ? Le tourisme est la solution parce qu'il faut bien rappeler, depuis hier, en fait, tout le monde dit il faut sauver la planète pour sauver nos enfants, on ne peut pas leur laisser un monde aussi merdique, etc. Mais en fait, il y a aujourd'hui 3 milliards de gens qui ont déjà une vie merdique, qui vivent avec moins de $2 par jour. Il y a 1 milliard d'enfants qui ne savent pas s'ils auront à manger le soir. On nous parle de la fin du mois et de la fin du monde, mais il y a des gens, eux, c'est la fin FAIM et c'est la fin de la journée. Dans la plupart des pays, les gens, leur seule logique, c'est de trouver leur pitance pour le soir, de trouver du bois pour faire le feu. Et ces gens-là, est-ce qu'on peut les embarquer dans un progrès, dans une démarche RSE ? Mais ils s'en battent le coquillard complètement. Quand vous leur expliquez qu'il faudrait nettoyer la plage, le plastique, etc., mais ils balancent tout, parce que de toute façon, eux, leur vision, elle est à 24 heures. Pourquoi ils iraient s'emmerder, effectivement, donc à ramasser les déchets ? Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on a un pan de l'humanité qui aujourd'hui n'est pas du tout embarqué dans le projet collectif mondial. Et ces 3 milliards de gens, en plus, ils voient vivre les autres parce qu'avec les réseaux sociaux, avec Facebook notamment, donc en Afrique, ils ont tous Facebook, donc ils voient vivre les autres avec des petites pépées, des jacuzzis, des voitures de sport, donc et du champagne qui coule à flot. Et pendant ce temps-là, ils se serrent la ceinture. Et donc ce monde-là est un monde qui n'est pas apaisé. Et le tourisme doit être la variable d'apaisement du monde. Comment ? En créant évidemment de l'emploi. Parce que ce qui a été dit là est très juste sur l'emploi, mais c'est encore plus vrai à destination. Vous avez aujourd'hui des pays qui sont à 70%, leur PIB est constitué du tourisme. Donc ces gens-là, vous allez leur dire qu'on va arrêter l'avion et donc vous allez faire crever tout le monde. C'est ça le projet collectif qu'on a, c'est-à-dire qu'on va encore aggraver les malheurs du monde. Aujourd'hui, hier on avait le président du Sénégal. Vous savez que 33% du PIB du Sénégal, c'est Western Union. Et c'est quoi ces Western Union ? C'est des gens qui ont traversé à la nage quasiment pour aller bosser effectivement donc, en France, qui sont sur un petit vélo de la mairie de Paris à faire du Uber Eats et qui envoient le peu d'argent qu'ils gagnent au pays. Et c'est ça le monde dans lequel on veut vivre. Moi, mon monde, c'est je fais des hôtels éco-responsables au Sénégal, je développe le tourisme au Sénégal, j'embauche des gens que je forme au Sénégal, je crée des écosystèmes gagnants au Sénégal en reproduisant localement, j'arrête d'importer des saloperies qui servent à rien et je relocalise effectivement donc, les productions, je supprime tous les produits au Sénégal qui n'ont pas d'intérêt comme le jus d'orange s'il n'y a pas d'orange au Sénégal, je supprime la viande rouge à l'île Maurice parce qu'il n'y a pas de bœuf à l'île Maurice et donc je recrée des chaînes gagnantes, je redonne à l'ailleurs le goût de l'ailleurs parce que si on va ailleurs, c'est pour faire autre chose que chez soi, sinon on resterait là. Et donc, je crée un modèle gagnant. Et le tourisme, ça a été dit par Pascal en creux, le tourisme a une vertu, c'est que n'importe quel couillon dans mon genre, parce que moi j'ai un petit BTS, peut rentrer dans le tourisme. Si tu n'as aucun diplôme, tu rentres comme serveur. Et si tu es dynamique, tu apprends des langues, très vite tu grimpes les échelons. 100% des grands chefs étoilés ont commencé comme commis. La plupart des patrons d'hôtels sont des gars qui ont commencé donc, en serveur en bas de la chaîne. Et le tourisme offre cette opportunité. Et dans un monde qui manque d'emplois, parce que je rappelle que 40% des emplois dans l'agriculture ont disparu les 30 dernières années. Le manufacturier, la machine remplace l'homme partout et les Chinois piquent tous les boulots.
Qu'est-ce qu'on a comme projet pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'on va leur faire faire? Comment on recrée de la dignité humaine? Eh bien moi, mon projet, c'est un projet pour l'ensemble de l'humanité, c'est le tourisme comme variable d'apaisement, le tourisme au cœur de tous les modèles de réinvention, le tourisme comme solution et non plus comme problème. Alors, alors moi, quand j'entends ça, et ça va être, je demande une conclusion à partir de la phrase que je veux dire, c'est il y a Audiard, qui fait dire à un personnage, ok, il y a des patrons de gauche, il y a aussi des poissons volants, mais ils ne sont pas représentatifs de l'espèce. Donc, est-ce que vous êtes représentatif de l'espèce? Oui, c'est une belle espèce. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord avoir, comme on l'a tous les deux, et on l'exprime différemment, mais une vraie conviction sur cette industrie touristique. Respect des individus, c'est pour nous aussi investisseurs, et on est un investisseur un peu atypique parce qu'on est aussi opérateur. On parlait de Pierre et Vacances Center Park, mais tu disais on accompagne aussi Accor, d'autres marques comme le Club Med et ainsi de suite en Europe, exclusivement en Europe. C'est un enjeu majeur, et y compris pour des gens qui sont à la périphérie de la société. Je disais tout à l'heure que 70% des personnes qu'on recrutait étaient au RSA. Et il y avait un très bon sujet sur la 6 il y a une année sur l'ouverture du Center Park que j'évoquais tout à l'heure. Et il y avait une jeune femme d'une 40aine d'années, mère seule, 4 enfants, on voyait que la vie ne l'avait pas épargnée. Elle avait retrouvé le sourire parce qu'elle avait retrouvé un emploi et une dignité. Et je trouve que c'est ça qui est important. Même, et j'entends tout ce que tu viens de dire sur les pays africains et les pays en voie de développement. Je pense aussi que dans nos sociétés, il nous faut réintégrer un certain nombre de personnes qui ont cette motivation. Et en tout cas, nous, c'est notre volonté en permanence, en termes de création d'emplois, de formation de ces personnes. Et je trouve qu'on a la chance d'avoir des gens de grande qualité en France et qu'on peut effectivement les intégrer dans une offre, dans une industrie majeure. On citait les chiffres tout à l'heure, qui est essentielle pour notre économie. Et un dernier point, la croissance du tourisme en France et en Europe, elle est supérieure à la croissance de notre pays. Ça veut dire que c'est une industrie locomotive pour la France. Jean-Pierre, et alors, tu conclus? Moi, je pensais qu'avec mon physique, en fait, la jeune femme de devant me faisait des sourires, mais en fait, elle a un panneau, il reste 1 minute. Donc, non, mais moi, alors, tu parlais de gauche ou de droite. En fait, je pense que c'est pas vraiment le sujet. Je pense que le sujet, en fait, c'est de donner les moyens aux gens, encore une fois, de se développer et d'avoir effectivement donc une véritable capacité, en fait, par leur courage, par leur dignité, par leur compétence, à pouvoir. C'est ça la question. Est-ce que toute l'industrie pense comme vous? Non, mais je pense que l'industrie elle pense forcément comme nous, parce que quand tu es dans le voyage, tu es naturellement effectivement donc dans l'empathie avec ton prochain. C'est-à-dire que voyager, c'est quoi? Voyager, c'est aller voir, c'est aller voir les autres. Il y a une phrase qui est formidable qui dit effectivement donc un étranger, c'est quoi? C'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. Eh ben, le voyage, c'est aller à la rencontre des autres. Le voyage, c'est aller voir comment vivent les autres. Le voyage, c'est s'imprégner de modèles qui ne sont pas les tiens. Le voyage, c'est se remettre en question. Le voyage, c'est se mettre en danger. Le voyage, effectivement, donc, c'est apprendre. Et quand on revient d'un voyage, eh ben, on est plus intelligent qu'avant de partir. Et ça, c'est très important parce que, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le voyage peut avoir un rôle éducatif. On parlait tout à l'heure de l'eau. Les nouveaux modèles hôteliers vont commencer, effectivement, donc, à mettre des quotas d'eau par chambre, et tu auras donc ton quota, et si tu dépasses ton quota, eh bien tu paieras un supplément, parce qu'il faut qu'on montre aux gens que l'eau a une valeur. Les gens à qui on a expliqué qu'il n'y a pas d'orange dans le pays, et que donc il n'y a pas de jus d'orange, ils le comprennent très bien. Alors qu'avant, mais avant, il y a 10 ans, pas de jus d'orange le matin, il y avait une émeute dans l'hôtel, ils prenaient en otage donc la direction. Aujourd'hui, tu leur expliques qu'en fait, il y a du jus de goyave, du jus de mangue, du jus de papaye, qu'on met des vélos à disposition qui peuvent aller faire 30 km pour aller voir effectivement l'exploitation. Les gens, ils sont très contents. Et donc, en fait, le nouveau tourisme, c'est un tourisme qui n'est plus un tourisme de prédation, mais qui est un tourisme de redistribution pour le bénéfice de tous, les touristes, mais aussi les populations locales.